Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député des Alpes-Maritimes, président et fondateur de l'Union des droites pour la République. La République, justement, parlons-en. Hier, questionné à l'Assemblée nationale au sujet de la lycéenne qui a agressé une enseignante car elle lui avait simplement demandé de respecter la loi et d'ôter son voile dans l'enceinte du lycée de Tourcoing, la ministre de l'Éducation nationale a affirmé que frapper un professeur, c'est frapper la République. Elle exige, la ministre, des sanctions disciplinaires extrêmement fermes. D'abord, est-ce que vous avez confiance en cette parole? Et vous, qu'est-ce que vous attendez précisément? Quelles sanctions? C'est des paroles qu'on a maintes fois entendues. Ce que j'attends, ce sont des actes. Une sanction disciplinaire, c'est le moins qu'on puisse réclamer. Il faut des sanctions pénales. Il faut que cette République qui a reçu cette gifle, comme dit la ministre, eh bien, ne tente pas l'autre joue. Qu'elle soit ferme, qu'elle soit implacable. Quel symbole ça se passe à Tourcoing, la ville de Gérald Darmanin, qui nous avait vanté sa loi contre le séparatisme. On voit bien que ces textes sont tous impuissants, parce qu'il n'y a pas une réelle volonté de mettre un obstacle, un garde-fou contre cette montée du communautarisme. Le communautarisme islamiste avance, et il avance aujourd'hui en pleine vitesse. Et malheureusement, ce ne sont pas ces slogans, ces mots qui l'empêcheront. Donc il faut de la fermeté, il faut qu'au sommet de l'État, il n'y ait plus cette forme de lâcheté, de complaisance, ce que d'autres, en leur temps, avaient appelé les accommodements raisonnables. Non, il faut être ferme, il faut être implacable sur les principes républicains, et notamment sur celui de laïcité. C'est une loi qu'il a posée, et quand on viole cette loi, quand on agresse un dépositaire de l'autorité publique, il faut des réponses pénales, pas simplement des sanctions, bien sûr, et donc, pas simplement des sanctions disciplinaires. Et automatiquement, j'imagine, et systématiquement, le renvoi définitif de l'établissement? Ça me paraît être un minimum. C'est ce que la ministre semblait dire comme un acte d'audace maximale. Non, il faut que la justice soit saisie, il faut qu'elle se prononce, il faut qu'elle sanctionne, il faut que l'exemple dissuade ceux qui défient la République au quotidien. Et malheureusement, ces actes, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, tant qu'on ne répliquera pas avec la force dissuasive nécessaire, ils continueront à augmenter. Vous parlez de cet entrisme islamiste, Éric Ciotti. Vous avez été d'ailleurs depuis longtemps pour une extension de l'interdiction du voile. Jusqu'où faut-il aller? Si je vous entends bien, face à cet entrisme aujourd'hui, à cette avancée, à ces coups de boutoir, jusqu'où faut-il aller dans cette interdiction? Là, il y a une interdiction des signes religieux ostensibles dans l'école de la République. On l'a fait. Mais c'était un débat très, très violent à l'époque, quand cela a été fait. Mais on peut imaginer, moi j'y suis favorable, que dans les espaces de service public, dans un guichet de sécurité sociale, dans le guichet d'une mairie... Pour les usagers. Pour les usagers. Alors, il y a une neutralité qui s'impose aux agents. C'est la loi, c'est la Constitution même. Mais pour les usagers... J'y suis personnellement favorable. C'est-à-dire, dans un hôpital public, vous allez voir un médecin, vous ne pouvez pas les voir voilés. Absolument, j'y suis favorable. Voilà, je pense que l'expression de son appartenance religieuse, elle ne doit pas s'imposer. Quand elle choque les autres. Voilà, il doit y avoir ce respect. Chacun croit en qui il veut. Toutes les religions sont respectables et je les respecte. Mais personne n'a le droit, et notamment de façon avec cette pression communautaire, à imposer ses appartenances aux autres quand ils ne le souhaitent pas. Pourquoi vous ne faites pas confiance à ce gouvernement? Malgré tout, il comporte des ministres que vous connaissez bien, avec lesquels vous avez un parcours et une histoire. Bruno Retailleau à l'intérieur, Othmane Nasrou également à la citoyenneté, et qui est donc en charge finalement de limiter ou de lutter contre ces coups de boutoir à la laïcité. Ces deux personnalités-là n'incarnent pas cette fermeté? Là où ce ne sont pas les personnalités qui sont en cause, elles sont respectables. Vous vous rappelez que j'ai travaillé avec elles, y compris avec Michel Barnier, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais c'est le contexte qui m'invite à ne pas avoir confiance. D'abord, cette équipe, elle a été élue dans une alliance qui m'a choqué. Dans une alliance électorale, au premier tour des élections législatives avec M. Macron, et elle a même été élue au second tour avec une alliance avec le nouveau Front populaire dominé par LFI.
tous ces gens se sont mis d'accord pour empêcher que la droite gouverne. Je dirais que la vraie alliance... Et pourtant, certains disent qu'elle est au pouvoir aujourd'hui. La vraie alliance aurait été que celle que j'ai prônée, celle de l'union des droites. Et si on m'avait suivi, si ces personnes m'avaient suivi aujourd'hui, on n'aurait pas ces contradictions. Pourquoi je n'ai pas confiance dans le gouvernement ? Contradiction, c'est-à-dire la ministre de l'Éducation avec M. Retailleau, ministre de la Justice. Je prends l'exemple de l'AME. Bruno Retailleau parle de limiter ou de supprimer l'AME. Et il a raison. On a travaillé ensemble sur cette question. Immédiatement, la ministre de la Santé, Madame Darrieussecq, dit « il n'en est pas question ». Bruno Retailleau pose la question de l'état du droit. Il a parlé de l'état de droit. L'état de droit, on ne peut pas... Ce sont des principes fondamentaux, la séparation des pouvoirs, mais on peut dire que l'état du droit doit s'adapter. Et là, pour le coup, il est immédiatement contré par Michel Barnier. Il dit « l'immigration n'est pas une chance ». Et il a raison, parce qu'on voit aujourd'hui... Il aurait peut-être pu rajouter l'immigration de masse aujourd'hui. D'ailleurs, il a dit le reste de sa phrase, n'est pas une chance quand on accueille de cette façon, n'est pas une chance l'immigration de masse qui ne permet plus d'intégrer aujourd'hui. Et il a été, là aussi, le Premier ministre dit non, c'est une chance. Donc, ce gouvernement, il est traversé de contradictions. Et il contraint mes anciens amis de LR à faire des contorsions. Alors, il aurait été plus simple de prôner, de porter, comme je l'ai fait, une vraie politique de droite. On pourrait travailler avec une majorité absolue. J'entends, on va en parler. Là, ils sont otages du macronisme. Mais attendez, vos mots sont forts. Otages du macronisme. Mais bien sûr, quand dans une majorité relative d'environ 200 députés, vous en avez 150, presque 160, qui viennent de chez Emmanuel Macron, quand le propre directeur de cabinet de Michel Barnier est désigné par le président de la République, quand tout le pôle économique de Bercy, qui a porté la faillite budgétaire, dont on va sans doute parler aujourd'hui, qui fait que la France est en situation de quasi-faillite, tous, sans exception, sont des macronistes. Mais on vous écoute ce matin sur Europe 1 et aucune. Mais que n'avez-vous voté hier, la motion de censure ? Parce que nous ne voulons pas le chaos. Nous ne voulons pas le chaos. Nous jugerons aux actes. Quelle est la cohérence, monsieur Ciotti ? Vous venez de me dire que ce gouvernement ne peut rien faire. Voter la motion de monsieur Mélenchon, alors qu'il y a une impossibilité de dissolution jusqu'au mois de juin, c'est installer le chaos. C'est installer le chaos. Nous voulons être utiles au pays. Avec l'intergroupe UDR Rassemblement National, nous porterons des amendements, nous essaierons d'être utiles pour le pays, nous essaierons de limiter les dégâts, et je le ferai personnellement, notamment pour m'opposer au matraquage, au coup de gourdin fiscal inédit qui s'annonce et qui aura des conséquences rappelons, il y a un sur mois, la croissance et l'emploi. Vous aviez dit que toute hausse d'impôts, y compris si elle était limitée aux plus riches ou aux grandes entreprises, vous voteriez la motion de censure. C'est-à-dire que pour la droite, accepter une augmentation des impôts, écoutez, c'est antinomique. Nous sommes d'accord. La question se posera. Moi, je m'opposerai à toute hausse d'impôts. Le débat budgétaire commence dans quelques jours. Nous verrons bien au mois de décembre, quand le vote final du budget interviendra, nous allons défendre des amendements, nous allons protéger les Français, nous allons protéger, et moi je veux protéger en premier ceux qui travaillent, qui en ont marre d'être pressurés d'impôts. Pourquoi ils sont visés, ciblés par le Premier ministre ? Ils sont visés quand on va augmenter l'impôt sur les sociétés de 8%. Alors on nous dit, c'est pour les plus grandes entreprises, mais c'est celles qui réussissent. C'est la chance de la France. Elles portent des emplois. Quand on va diminuer, je prends un exemple, la prime d'apprentissage, on va toucher qui ? Les artisans, les commerçants, ceux qui tous les jours donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui travaillent et qui en ont marre de payer. Vos lignes rouges ? Alors qu'on ne touche pas au système social. Ce sont vos lignes rouges ? Ce sont quelques-unes de nos lignes rouges. Mais moi je dis aujourd'hui, c'est une profonde... Je redis, j'ai du respect pour Michel Barnier, je souhaite qu'il réussisse, parce que je souhaite que mon pays réussisse. Mais quand on est de droite, qu'on commence par mettre au moins... C'est les chiffres aujourd'hui qui apparaissent. 25 milliards d'euros d'impôts. Et pas que pour les plus riches. Les plus riches, vous savez, c'est de la communication. Ça rapportera très peu. Peut-être 2 milliards. Vous connaissez la fameuse question, à partir de quel revenu vous êtes riche ? Monsieur Hollande, c'était 4 000 euros pour un ménage. Ciotti ?
il y a des immenses fortunes, mais moi, ces immenses fortunes, je les fustige pas. Au contraire, c'est un atout pour la France, parce que derrière, il y a des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Mais regardons, soyons sérieux, dans ces 25 milliards, il y a une hausse des taxes sur l'électricité de 6 milliards d'euros. Ça a été annoncé ce matin, 42 euros le mégawattheure, ça veut dire qu'on double. C'est un coup de matraquage inédit. On entend vos lignes. Qui va payer l'électricité? Éric Ciotti, le Premier ministre, les ménages, doit présenter demain, jeudi, l'explosif, je vais dire, projet de budget en Conseil des ministres, avec pour objectif les 60 milliards d'euros à économiser. Alors, votre groupe souhaite la création d'une commission d'enquête sur les déficits et les dérives financières. Pourquoi? Qu'espérez-vous découvrir que vous ne sachiez déjà? On veut ouvrir les placards et trouver ce qui explique ce dérapage. Vous savez, on nous avait, la France, Monsieur le Maire, Monsieur Macron, ont transmis à l'Europe une programmation budgétaire qui prévoyait en 2025 un déficit budgétaire de 3,7%. Si on ne fait rien, il serait à 7%, quasiment le double. Il y a un dérapage de l'ordre de 100 milliards d'euros. La presse, le Figaro ce matin, en fait à 100 milliards d'euros en 9 mois de dérapage. Ça veut dire qu'on a voulu, au moment des élections, avant les élections européennes, on a voulu tromper les Français. Attendez. Donc ce budget, il est insincère. La commission d'enquête que dépose l'UDR veut la vérité des chiffres, ira chercher les responsables, ceux qui ont mis sur place, comme on dit. Absolument. Mais pour trouver quoi, monsieur Ciotti? Vous dites dans les placards, il y a la fraude. Ceux qui ont mis le pays dans cette situation, nous verrons bien. Il y a sans doute de la dissimulation. Il y a, à tout le moins, une faute économique majeure et il faudra la vérité des chiffres. C'est vrai que ce gouvernement trouve une situation catastrophique, mais comment peut-il réparer cette situation catastrophique avec les acteurs qui l'ont générée? Puisque le pôle économique de ce gouvernement, ce ne sont que des macronistes. Rappelons quand même que Michel Barnier a hérité de cette situation. C'est ce que je viens de signaler, mais il a été contraint de nommer que des amis de M. Macron, donc je ne crois pas qu'ils vont être très exigeants par rapport à leurs prédécesseurs. Sur le plan politique, plus largement, votre rôle, Éric Ciotti, par rapport au Rassemblement national, invité à votre place il y a quelques jours, l'ancien président Nicolas Sarkozy n'a pas été tendre avec vous, estimé que vous étiez sur le porte-bagages de Marine Le Pen, que vous vous contentiez d'un strapontin. Est-ce qu'il décrit votre situation? Je crois qu'il se trompe. J'ai une profonde divergence d'analyse avec le président Sarkozy. Vous savez, le président Sarkozy, en 2007, il a soulevé une immense espérance. J'ai été élu député quelques semaines après son élection. Des millions de Français espéraient en lui pour qu'il porte une grande politique de droite. Il a affronté des situations difficiles, mais il a aussi généré une immense déception. Et je vois beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui me disent: nous, on veut une vraie politique de droite. Et la politique de Nicolas Sarkozy, elle n'est pas allée assez loin. Donc, il a aussi une part de responsabilité. Et aussi pour empêcher la droite de se reconstruire. Et puis, Empêcher la droite de se reconstruire? Oui, depuis des années. Et je le dis très clairement, le soutien qu'il apporte à Emmanuel Macron depuis 2017 a empêché la droite de se reconstruire, a fait du mal à notre famille politique. Et il a nourri cette alliance, et pour moi, c'est une faute. Donc, j'ai du respect pour lui, mais j'ai une profonde divergence politique. L'alliance qu'il veut, qu'il a toujours prônée avec Emmanuel Macron, qui est quand même le fossoyeur de notre pays, eh bien, ce n'est pas rendre service à la France. Respect et divergence, dites-vous. Et qu'est-ce que vous ressentez à l'égard, si je puis dire, de la personnalité, mais aussi de l'initiative politique de Marion Maréchal? Elle était l'invitée hier de la grande interview sur CNews Europa. Elle a lancé son mouvement. Elle veut la coalition des droites avec Marine Le Pen et Éric Ciotti. Écoutez, moi, je suis favorable à cette union des droites. L'alliance très forte que nous avons portée avec le Rassemblement national, avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, est inédite. J'ai été le premier à casser, à couper ce ridicule cordon sanitaire que la gauche avait érigé pour se maintenir au pouvoir. Et que... Cordon aussi que vos amis, oui, la droite, depuis toujours a maintenu. Vous dites ridicule, par domination intellectuelle. Parce qu'ils ont peur du jugement des commentateurs. Et pendant ce temps, notre pays décline. Moi, je suis pour une politique de droite. Donc tous ceux qui pourront contribuer à cette alliance, naturellement, seront les bienvenus. En tout cas, on a une alliance solide
à l'Assemblée nationale, entre nos deux groupes, et on va travailler pour l'alternance, parce que le vrai changement, mais il faut qu'on aille vite, parce qu'il se fait tard pour la France. Quand on voit les conséquences, la montée de l'immigration, du communautarisme, la déroute financière. Vous savez, j'ai entendu aux élections législatives en disant « Attention, si vous gagnez, il y aura des conséquences financières graves ». Et certains ont été dissuadés de voter pour nous parce qu'on les a abusés. Mais qui va augmenter les impôts aujourd'hui? Qui a creusé les déficits? Le Mozart de la finance, comme on disait de M. Macron. En ne votant pas la motion de censure, vous apportez soutien. Mais vous nous dites que vous jugerez sur pièce. Je voudrais conclure, Éric Ciotti, en vous faisant réagir aux déclarations de Rima Hassan au cours d'un duplex hier chez nos confrères de BFM. La députée européenne a affirmé que les journalistes auraient des comptes à rendre. La députée a souligné, je voudrais le préciser, que le porte-parole de l'armée israélienne, interrogé sur leur antenne, les a félicités de la manière avec laquelle ils appréhendent et rendent compte de ce conflit. Malgré tout, des journalistes qui doivent rendre des comptes aujourd'hui, comment vous réagissez? C'est honteux, c'est scandaleux. Madame Hassan, comme Monsieur Mélenchon, ne sont plus à une provocation près. Ils osent tout. Il n'y a aucune réponse, aucune sanction. Moi, je veux dire d'abord mon soutien aux journalistes qui ont été menacés. On est face à des menaces. On est face à des menaces aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas le tolérer. On ne peut pas l'accepter. Et il faut que tous ceux qui sont républicains réagissent. Mais encore une fois, aujourd'hui, ces gens, certains de mes amis ont été les alliés aux élections législatives au deuxième tour des amis de Madame Hassan. C'est ça la faute. C'est ça la faute. Quand Monsieur Bertrand dit qu'il faut voter LFI, quand Monsieur Édouard Philippe dit qu'il faut voter communiste, mais après, quelle est la crédibilité d'un discours qui s'oppose à ces outrances? Moi, je n'ai pas d'incohérence. Merci Éric Ciotti, c'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt.